Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal de ce 20 mars 2015. Bonsoir Atta. Bonsoir Lucrèce, mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de votre journal ce soir, croquer la vie à belles dents, ça c'est du figuré, mais il est tout aussi vrai qu'avec des dents saines et propres, la vie devient plus belle. Ce 20 mars était journée consacrée à la santé bucco-dentaire sur le thème Un sourire pour la vie. Les manifestations étaient présidées par le secrétaire d'État à la santé publique Ali Mayatou. La télévision au Cameroun, l'avènement d'il y a 30 ans était un événement. La télévision s'installait dans le quotidien des Camerounais avec un back-office, des techniciens outillés et déterminés, tumulte et émotion vécues aux premières heures de la télévision dans ce journal. Les adieux de la nation à une femme d'exception, Françoise Euphonie sera inhumée ce samedi à Balin dans la région de l'Ouest. Des obsèques officielles en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Voilà pour les titres du journal ce soir. Un sourire pour la vie, c'est le thème de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui se célèbre ce 20 mars 2015. Les maladies bucco-dentaires attaquent la cavité buccale, la plus courante étant la carie qui atteint indifféremment les enfants, les jeunes et les adultes. À Yaoundé, les manifestations se sont déroulées à l'école publique de Fandena. C'était sous la présidence du secrétaire d'État à la santé publique Alim Hayatou et des partenaires du gouvernement dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires. Karine Olive y habite. Les maladies bucco-dentaires ne sont pas contagieuses, mais elles peuvent constituer des facteurs aggravants de certaines pathologies transmissibles, comme le VIH-Sida ou les hépatites virales. Parmi ces maladies, la carie dentaire constitue le 4e fléau mondial après les cancers, les cardiopathies et le VIH-Sida. Une maladie qui pourrait être évitée par l'acquisition d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Cette célébration a donc pour but de rappeler l'importance de la santé bucco-dentaire et son effet direct sur notre vie quotidienne. C'est pour inciter toutes les populations camerounaises à essayer de prendre soin de leurs dents et de les sensibiliser à aller chez le chirurgien dentiste pour se faire dépister, pour qu'ils ne se souviennent pas quand il est déjà un peu tard. Au Cameroun, tout le monde n'a pas accès aux soins bucco-dentaires. Ils coûtent cher. Le gouvernement envisage la mise en place d'un plan stratégique national de lutte contre les maladies bucco-dentaires. Il devrait permettre d'ici 2018 de réduire de 35% l'incidence de la pathologie bucco-dentaire. Nous essayons de prendre des mesures pour essayer de trouver les moyens pour que tout Camerounais puisse avoir accès aux soins dentaires. En essayant d'équiper les hôpitaux en matériel et en essayant de mettre les chirurgiens dentistes un peu partout à travers la République. Cette journée internationale de lutte contre les maladies bucco-dentaires coïncide avec la Semaine nationale de la santé orale. Des consultations et soins gratuits aux populations sont prévus dans la ville de Yaoundé jusqu'au 25 mars 2015. Tâtre, carie dentaire, gingivite, nous sommes tous victimes d'au moins une de ces maladies bucco-dentaires. Les spécialistes estiment à 100% le taux de prévalence des maladies de la bouche. Elles sont pour la plupart causées par le non-respect des règles d'hygiène bucco-dentaire. Les dentistes révèlent tout de même que la sensibilisation trouve de plus en plus un écho favorable auprès des populations. L'on se dirige donc fréquemment chez le dentiste en vue d'une prise en charge, même si la prévention reste le ventre mou de cette démarche. Daniel Menanga, chez un dentiste. Le sourire en trouve la porte de l'âme. Un geste simple, mais que bon nombre d'entre nous n'osent plus faire à cause d'une bouche malade. On a 4 degrés de carie en fonction des 4 composantes de la dent. Et puis après, on a les maladies du parodonte qui sont la gencive, le disculus. Ce dentiste reçoit toute catégorie de personnes au quotidien. Grands, petits, nous sommes tous victimes des maladies bucco-dentaires. Les plus récurrentes, le tartre et les caries dentaires. Vous avez par exemple cette carie, c'est celle de l'émail. Et puis on a la carie du second degré qui est la carie de la dentine. C'est plus profond, celle-ci. C'est le fond. Et ensuite, vous avez le 3e degré qui est la carie qui atteint le nerf. Tous ces bobos sont causés par la consommation abusive des sucreries, plus généralement, mais il y a d'autres vecteurs. Les aliments les plus carcinogènes sont les chips, les biscuits,
les aliments caramélisés parce que ça colle sur les dents. La sensibilisation fait tout de même son effet, malgré le taux de prévalence élevé. Selon les chiffres de l'OMS, 100% des adultes tombent malades. Les patients viennent de plus en plus se faire soigner assez tôt. Le brossage après le repas 2 fois par jour pendant 2 minutes. Les visites systématiques chez le dentiste. Tous les 6 mois, il faut aller chez le dentiste. Et puis, la technique de brossage, il faut respecter. Et il faut se brosser les dents pendant 3 minutes après avoir mangé, surtout le soir avant de se coucher. Observer ces quelques règles rend la vie plus simple. Une seule dent malade peut engendrer de nombreux dégâts dans l'organisme. Préservation de la couche d'ozone, lutte contre les feux de brousse, développement durable, ce sont des concepts que les jeunes doivent s'approprier. Le souhait de l'Organisation internationale de la francophonie dont on célèbre la journée internationale ce 20 mars, ce thème retenu, jeunes, environnement et climat. Et c'est ce thème qui a sous-tendu les activités menées aujourd'hui au ministère des Relations extérieures à l'occasion justement de la journée internationale de la francophonie. Les détails avec Françoise Okoki-Chouès. Première célébration pour la secrétaire générale de la francophonie élue en novembre dernier. Pour Michael Jean comme pour le représentant du groupe francophone du corps diplomatique, le haut-commissaire du Canada, la francophonie ne célèbre pas seulement une langue, mais des valeurs de paix, de respect et de solidarité. Ce n'est pas un hasard si les ministres de la jeunesse, de l'environnement, de l'éducation de base se sont réunis autour du ministre des Relations extérieures pour ce D-Day. La réflexion pour cette 45e journée de la francophonie porte sur la jeunesse et la protection de l'environnement. La francophonie a pensé qu'en cette année 2015, au cours de laquelle l'humanité a un rendez-vous historique avec elle-même, sensibiliser sa jeunesse afin que celle-ci prenne place et part au combat qui engage son propre avenir. Les lauréats des différents jeux et concours de la francophonie ayant reçu leur prix, une foire gastronomique a permis au public de découvrir la diversité des cultures culinaires francophones. 20 mars 1985, 20 mars 2015, la télévision a 30 ans au Cameroun. Ce jour-là, les Camerounais faisaient alors connaissance avec le petit écran. Ceux qui ne disposaient pas d'un poste téléviseur s'agglutinaient chez les voisins. En direct de Bamenda, la CTI retransmettait les travaux du congrès de l'UNC qui ont conduit à la naissance du RDPC. Beaucoup de Camerounais découvraient alors les visages des hautes personnalités du pays. En back-office, c'était le branle-bas général sur les visages des technico-artistiques, des journalistes et du top management de l'époque. Se lisait anxiété et inquiétude avec en toile de fond le souci de bien faire. Elle n'a pas le don d'ubiquité, mais c'est elle qui signe ce reportage. Lucrèce Modjou-Djemba nous fait revivre ces moments. Dans ces bancs de montage et studios de fortune, c'était le branle-bas le 20 mars 1985. Des speakerines et des réalisateurs qui s'entendent comme chien et chat. Des présentateurs inquiets, le chef de l'unité de télévision qui ne tient pas en place, des techniques artistiques au bord de la panique. Ils étaient tous anxieux ce jour-là. C'était une journée empreinte de suspense, de stress. Le réalisateur qui était pressenti pour réaliser les premiers programmes à diffuser en direct avait craqué avant l'événement. Et le journaliste principal qui devait présenter le journal télévisé, Dieudonné Tinepigui, avait également craqué. Il a séjourné à l'hôpital pendant 48 heures avant de nous revenir. Mais l'équipe de production n'était pas la seule à vivre cette inquiétude. Personne dans l'administration ne voulait être responsable d'un éventuel échec. Alors le dispositif technique, c'était le cadre de reportage qui avait été escorté comme un précieux outil de production de Yaoundé à Bamenda par la police. Fort heureusement,
Les dieux de la technique étaient du côté de la jeune équipe de production et la retransmission en direct de Bamenda fut un succès. Plus conscient des grands enjeux du développement national, plus avisé dans ses choix. C'était un sentiment de satisfaction. Toute notre hiérarchie était satisfaite. C'était tellement bien qu'ils nous ont donné une régie importante après ce programme. Donc il y avait une mallette de billets de banque pour encourager les techniciens qui avaient si bien produit les premiers programmes. Et la belle aventure se poursuit dans un paysage télévisuel entre-temps devenu pluraliste. L'hommage de la nation à Mme Françoise Foning se poursuit. La dépouille de l'illustre disparue est arrivée ce vendredi dans la région de l'Ouest. Le corps est depuis cette mi-journée dans la case principale de la chefferie Johnny Baleng après un arrêt à Tchang par Foreke. La dépouille de Mme Foning a été reçue par des membres du gouvernement avec à leur côté le gouverneur de la région de l'Ouest et de nombreuses personnalités. Le détail avec tous Samba Mania de CRTV Ouest. C'est exactement à 10h15 ce vendredi matin que le corbillard transportant la dépouille de l'honorable Françoise Foning arrive à Foreke, entrée sud de la ville de Tchang. Parmi les personnalités réservées pour cet accueil funèbre, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ngano Dumessi, celui en charge de l'habitat et du développement urbain, Jean-Claude Ngwenchu. Dans la suite de ces deux membres du gouvernement, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafunga Augustine, le préfet du département de la Maine-Ouest, Joseph Bertrand Maché Johnwet, et le recteur de l'université de Tchang, le professeur Anaclet Fomete. Le cortège peut s'ébranler vers le village Johnny Baleng. Sur la distance d'une dizaine de kilomètres, l'impressionnant cortège traverse plusieurs carrefours et surtout l'axe principal de la ville de Tchang. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, commerçants, militants de partis politiques et même des élèves étaient au bord des rues, faisant pour certains des signes de recueillement, d'autres brandissant l'arbre de la paix ou encore exécutant le chant qu'affectionnait l'illustre disparu. Arrivé à la case principale de la chefferie Johnny Baleng, officiers de police et autres gradés de l'armée ont levé le corps et dans une procession martiale ouverte par la gerbe de fleurs du couple présidentiel, les hommes en tenue déposent le cercueil à l'endroit adéquat. L'occasion est ainsi donnée à tout un chacun de s'incliner devant le corps, constituant ainsi le premier tour de deuil. En attendant les cérémonies officielles d'illumination ce samedi qui seront présidées par le premier ministre du gouvernement, représentant du président de la République, les nombreux invités auront le temps de veiller tout au long de la nuit, vendredi à samedi. Avant de prendre la route de l'Ouest, c'est la ville de Douala qui a rendu hommage à l'illustre disparu. Le stade omnisport de Bépanda a fait son plein d'œuf pour la veillée mortuaire. Les populations attristées se sont massées en grand nombre autour de la dépouille de celle qui était affectueusement appelée la mère du peuple. Le détail avec Richard Talatouben de CRTV Littoral. Ceux qui avaient choisi le stade omnisport de Bépanda pour la grande veillée du corps de Mme Françoise Foning avaient vu juste, car il y avait du monde, du beau et grand monde. Le gouverneur du littoral et son staff, des hommes politiques, des hommes d'affaires et le petit peuple dans la nuit noire sont venus témoigner de leur amour pour Mme Françoise Foning, la femme du peuple. Elle aidait tout le monde. Même si ces personnes étaient au marécage, elle faisait le fort d'aller la voir. Elle ne simplifiait pas les gens. Même si elle venait à ses côtés, tu dis non, cherchez le four à côté de la mer. Elle dit non, c'est En file indienne, les populations rentrent au stade pour lui dire au revoir. Les chorales se sont produites, les diverses associations sont exprimées devant le corps de celle qui avait toujours mis l'être humain au centre de ses actions. Dans les gradins, la population priait avec les hommes de Dieu, toute obédience confondue, pour le repos de son âme. Madame Foning n'avait pas de tribu, elle était devenue une Camerounaise à part entière, une Camerounaise tout court. Et elle a servi tout le monde. Je pense qu'elle mérite l'hommage que les Camerounais lui rendent aujourd'hui. Et en cette nuit, à Bépanda, l'agent féminine est interloquée. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu?
C'est pourquoi nous sommes ici. Les Camerounais et même les étrangers sont venus veiller le corps de leur mère. Il faut donc prendre des dispositions car la nuit est longue. La police veille et les sapeurs-pompiers sont prêts au cas où. Et le jour se lève avec la prière de cette masse humaine que Françoise Fonink soit conduite sans problème jusqu'à son Bafou natal. Les frères de la mairie de la 5e étaient noirs de Mandière au cours de la cérémonie d'hommage rendue à la femme de cette commune. Une foule nombreuse, mais surtout une dizaine de chorales venues chanter en chœur la douleur de la perte de cette femme exceptionnelle. Une prière interreligieuse des pasteurs et des imams a été dite pour le repos de l'âme de Madame le maire de la 5e, Jeanne Tchakounté de Certivi, éditorial. La cérémonie d'hommage organisée dans le fief de Madame le maire Françoise Fonink de regretter mémoire dans la commune de Douala 5e ce jeudi soir sur l'esplanade de la mairie où elle était maître des lieux a en réalité pris les allures d'un concert religieux avec près d'une dizaine de chorales. Les pasteurs, curés et imams invoquent tour à tour le Seigneur et lui confient l'âme de la chrétienne convaincue Françoise Fonink, reconnue pour sa piété, puisque toutes ses actions étaient précédées de prières. Près de 8 interventions, dont celle du secrétaire général de la mairie de Douala 5e, Charles Bikombo, dans laquelle il relève les qualités de celle qui fut le patron des lieux, débordante d'énergie, douée et très dynamique. Certains étrangers ont traversé les continents pour assister à cette cérémonie d'hommage. C'est le cas de Reine Gienzo de la Commission Afrique du groupe des femmes, chef d'entreprise. Je l'ai connue, elle était déjà une femme. Voilà. Et quand je dis une femme, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut raconter des salades. C'est qu'elle savait où elle allait dans la vie et elle voulait arriver. Je suis venue parce que je ne pouvais pas ne pas venir aux obsèques de Madame Fonink, qui était une mère pour moi, mais qui était aussi un modèle. Un modèle dans ce sens que en 1995, quand notre association a fait son entrée à l'Organisation mondiale, elle nous a vite portés. Et moi personnellement, elle m'a vraiment adopté comme sa fille. Le défilé exécuté par les employés de la mairie a donné lieu à beaucoup d'émotions. Vers 17h, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le stade Omnisport de Bépanda pour la grande veillée. Les huissiers en conclave, c'était ce vendredi dans le cadre de leur assemblée générale ici à Yaoundé, à l'ordre du jour de leurs travaux, l'élection d'un nouveau bureau et une table ronde. Créée il y a plus de 30 ans, la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun avance à petits pas dans la réforme de ces textes. Leurs travaux interviennent alors que le grand public n'a pas encore une perception claire du rôle des huissiers de justice dans la chaîne d'intervention judiciaire. Valérie Aïda pour les détails. Regroupés au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun. Ils ont choisi pour leur énième assemblée générale ordinaire de s'interroger sur l'huissier de justice comme acteur de l'accélération de la croissance économique et nourrissent bien des attentes. On souhaiterait que ces élections se passent avec et qu'on choisisse l'équipe dirigeante qui sera celle-là qui pourra conduire les destinées de la Chambre. Grâce au dynamisme des acteurs de la profession ces dernières années, l'on relève une nette évolution dans ce corps de métier, même si beaucoup reste encore à faire. Lorsque nous avons été élus au dernier mandat, nous étions engagés à moderniser la profession. Et aujourd'hui, cette modernisation est en cours, elle est presque en phase d'achèvement. Il manque simplement que nos textes portant tarifs et statuts soient effectivement refondus et publiés. Faire connaître la profession dans l'arrière-pays, c'est aussi le défi que devront relever ces hommes et femmes chargés d'exécuter les décisions de justice. À Ketel, il n'y avait pas de commissariat, il y avait juste un poste de gendarmerie. Toutes les affaires étaient relayées à la gendarmerie. Et avec mon arrivée, les choses ont changé. Des experts formateurs en procédure ont reçu leur diplôme solennellement. Le nouveau bureau, qui sera élu au cours de ces assises, aura un mandat de 3 ans.
Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Le président de la République écrit: Monsieur le Président et chers frères, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration par la République tunisienne de sa fête nationale le 20 mars 2015. J'y joins mes vœux de paix et de progrès. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. La suite du journal, le gouverneur de la région du Nord-Ouest appelle les élites et forces vives de Bali à davantage d'ardeur au travail afin d'accélérer le développement économique, social et culturel de leur arrondissement. Adolphe Lélé l'Afrique effectuait une tournée d'animation socio-économique dans cette unité administrative. Le reportage de Armand, ambassade CRTV Nord-Ouest. Le potentiel économique de l'arrondissement de Bali est indéniable. Adolphe Lélé l'Afrique en a pris la mesure en visitant deux palmeraies dont les capacités de production et d'extraction d'huile permettent d'offrir des emplois aux jeunes, étant donné que les dites palmeraies s'étendent sur plus de 120 hectares. Non loin de là, c'est une usine de transformation de café que le gouverneur du Nord-Ouest a visité pour s'en rendre compte qu'une centaine d'employés, soit près de 60% de femmes, gagnent leur vie quotidiennement. Sur le plan social, Adolphe Lélé l'Afrique s'est rendu compte, et à travers ce point de captage et de traitement d'Angola, que les populations de Bali ne connaissent pas les problèmes de pénurie d'eau. Un projet qui a vu le jour grâce à la municipalité de cet arrondissement. Sur le site de construction de la nouvelle résidence du sous-préfet de Bali, les travaux sont évalués à 45% à 2 mois de la fin de la première phase du chantier. J'ai pris la mesure des populations qui sont exprimées ici ou là. Il est clair que certaines d'entre elles peuvent être réglées localement à travers la mobilisation locale des élites de la municipalité. Mais beaucoup de populations méritent que le gouvernement intervienne et nous allons les transmettre à Yaoundé au terme de cette visite. Nous voudrions saluer la paix qui règne dans cette unité administrative, la cohésion qui y règne, et nous voulons engager les élites et forces vives à continuer dans cette voie. Mais que ce soit à l'école maternelle et primaire de Bawok et au lycée technique, Adolphe Lélé l'Afrique a pris la mesure des avancées enregistrées sur le plan informatique par les élèves de ces deux établissements. Près de 100 ordinateurs ont été octroyés par une ONG suisse. Au centre artisanal de Bali, le numéro 1 du Nord-Ouest n'est pas resté indifférent face à la qualité des ouvrages d'art fabriqués par les artisans. En notant les doléances des uns et des autres, Adolphe Lélé l'Afrique s'est ressourcé à la PCC, le lieu où fut fondée la toute première mission de cette église il y a 100 ans. Très bien. C'est la mention obtenue par Julienne Avomo, épouse Vogo, au terme de sa soutenance de Master 2 en Management Public à l'Institut Supérieur de Management Public. Chef d'être économie à la rédaction centrale TV, Julienne Avomo Vogo a mené sa recherche sur le thème « Le financement d'une chaîne de télévision publique en univers ultralibéral », cas de la CRTV. Le jury, présidé par le professeur Jean-Tabi Mangar, a jugé la problématique pertinente. La lauréate propose à la CRTV quelle stratégie adopter pour combler l'écart entre ses besoins croissants et les ressources réelles dont elle dispose. Dieudonné Ezra. Le jury admet votre mémoire et nous reçoit mention très bien. Voici l'ultime moment qui fait oublier à un chercheur des nuits d'insomnie et autres sacrifices de recherche. Le Master 2, soutenu par la journaliste principale Julienne Avomo, porte principalement sur la meilleure façon pour la CRTV d'être attractive par ses programmes et de s'adapter à la rude concurrence dans le secteur des médias. On se rend compte que les ressources premières de la CRTV, à savoir la RAV et les publicités, baissent du fait des autres chaînes concurrentes qui sont bien installées sur la place. Alors il fallait trouver des moyens nouveaux pour amener la CRTV à rester à flot. Le financement d'une chaîne publique nationale en univers ultralibéral, cas de la CRTV, le thème traité et salué à l'unanimité par l'ensemble du jury pour son actualité et sa pertinence. Nous sommes très satisfaits. Ce travail revêtait un double intérêt. Un intérêt académique, mais surtout un intérêt professionnel, car il apporte à cette candidate des outils managériaux
nécessaires pour la suite de sa carrière. Quelques recommandations ont été faites au chef service du desk économique de la CRTV Télé afin de parfaire son mémoire de 4 chapitres qui se veut un guide pratique pour la prise de décision managériale. Félicitations donc à Julien Vogo et bonne continuation dans la recherche. Football, le mandat du comité de normalisation de l'Africa-Foot vient d'être prorogé jusqu'à la fin du mois de septembre 2015. Décision prise par la FIFA à Zurich en Suisse, où l'instance fêtière du football mondial tient les travaux de son comité exécutif. 6 mois supplémentaires qui permettront au professeur Joseph Owona et à son équipe de conduire le processus d'élection à l'Africa-Foot et de régler les nombreux problèmes observés. Serge Fouasquet nous en dit plus. Encore 6 mois pour trouver une solution définitive à la crise qui secoue la Fédération camerounaise de football depuis bientôt 2 ans. 6 mois pour mettre tous les acteurs du processus électoral d'accord sur les règles du jeu. 6 mois, c'est la 4e rallonge accordée à l'équipe que dirige Joseph Owona pour conduire le processus électoral à son terme, sans récrimination, sans plainte ni tension. Ces décisions de la FIFA arrivent après celle du TAS le 30 octobre 2014. Le tribunal arbitral du sport entérinait alors les décisions prises par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun. La Chambre avait invalidé à la suite d'une plainte d'Abdourahmane Amadou et d'Antoine Essumbe Yenga les résolutions adoptées au cours de l'Assemblée générale de l'Africa-Foot tenue le 23 octobre 2014. Cette assemblée, selon les plaignants, était composée de personnes issues des ligues régionales où les élections étaient contestées et donc n'avait pas qualité pour adopter les textes. 9 régions sur 10 étaient ainsi concernées. Seule la région de l'Ouest pouvait avoir des représentants à cette assemblée générale. La décision du TAS portée sur la table de la FIFA était diversement appréciée. À la FIFA, on demandait alors les motifs de la décision, d'où une rallonge d'1 mois pour le comité de normalisation de l'Africa-Foot, pendant que le camp d'en face jubilait, convaincu de ce que la partie est gagnée. Il faudra encore attendre 6 mois pour en savoir un peu plus sur l'issue de ce feuilleton qui ne profite vraiment pas au football camerounais. Tour cycliste international du Cameroun, c'était la journée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'Ivoirien Bachirou Kanté s'est imposé à l'issue de la 7e étape ce vendredi entre Douala et Kribi, étape longue de 159 km. Et si Rasman Ouedraogo est en tête au classement général en termes de points, le maillot jaune reste camerounais et détenu par Clovis Camezon à Bossolo. Retour sur cette journée avec Charlie Mérinos-Liatou. Lorsque les vagues de Kribi font un joli sourire autour, c'est la Côte d'Ivoire qui exulte. Bassirou Kanté en héros sur la ligne d'arrivée à Kribi, c'était cela, l'événement de la 8e étape. 3h57 minutes 20 secondes pour parcourir les 159 km. Pour la première fois, un coureur de l'écurie des éléphants peut endosser le maillot rose du Tour. Cette victoire, c'est bien le fruit d'une détermination observée depuis la première échappée après le pont de la Dibamba. Un groupe de 8 coureurs qui va se disloquer en faveur de 2 Camerounais, Mba Hervé Raoul et Franklin Gemkeng, qui ont pris la tête de course en arrivant au PHDDA. Juste le temps pour les populations locales de saluer le leadership camerounais. En atteignant la localité de Kokoué, la tête de course s'est reconstituée et sous une canicule d'environ 35 degrés, les 8 coureurs vont mener la course jusqu'à l'entrée de la ville de Kribi. La victoire d'étape est ivoirienne, mais le maillot jaune a été précieusement protégé par les hommes d'expérience. Il était question aujourd'hui de rester tout près du maillot jaune. D'ailleurs, je l'ai fait depuis le début qu'il a ce maillot. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été une belle compétition parce que nous ne faisons que suivre les consignes de nos encadreurs. Et je suis très satisfait que tout le monde fait la coalition et que c'est le Cameroun qui porte le maillot. Et maintenant, il nous reste une étape. Je pense que demain, on va bien se reposer pour pouvoir faire une stratégie pour arriver à Yaoundé avec le maillot jaune. Encore une étape pour la fin du tour, mais le Cameroun récolte déjà les bons points de l'organisation. Bon, aujourd'hui, j'ai rien à dire. Les routes étaient parfaites, quasiment parfaites, il n'y avait pas de problème. C'est une belle étape, on la connaissait, puisqu'on nous a mis à Kribi l'année dernière, je la connaissais bien. Ça permet quand même de faire un beau spectacle sportif. L'arrivée hier de Douala m'a vraiment impressionné, c'était quelque chose de fantastiquement bien organisé, avec des forces de police qui ont vraiment fait un travail admirable. La journée de samedi est consacrée au avant la dernière ligne droite entre Puma et Yaoundé, une étape qui promet d'être riche en suspense.
Voilà qui met fin au 20h30 ce soir. Retenez, mesdames, messieurs, que ce 20 mars était consacré à la célébration de la journée internationale de la francophonie, mais également de la journée consacrée à la santé bucco-dentaire. Lucrèce. C'est aussi un moyen pour retenir de ce journal que l'inhumation de Mme Françoise Fournier est prévue demain à Baleine, dans la région de l'Ouest. Ce sera au terme des obsèques officielles décidées par le président de la République, qui sera représenté à ces obsèques par le Premier ministre Philémon Lyon. Madame, monsieur, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et ce sera tout en image. Attends, on se retrouve demain à 20h30. Lucrèce, bonne soirée à tous.